Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, cher Olivier, Monsieur le Président Nicolas Lacroix, représentant l'Assemblée des départements de France, Madame la Présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Madame Chaynès Kirouni, Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS, je veux dire cher Bernard, Monsieur le maire de Nancy, cher Mathieu Klein, merci pour votre accueil. Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le préfet, Patrick Stroda, directeur de cabinet du Président de la République, qui nous fait l'amabilité et la gentillesse et d'introduire par votre présence la constance de la présence de l'Élysée à nos côtés, de Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, cher Alain Thirion, Mesdames et Messieurs les présidents d'honneur, cher Éric Faure, Monsieur le président de l'Union départementale, cher Gérald Vial, chers amis sapeurs-pompiers, marins-pompiers, puisque l'amiral et le général nous font l'honneur d'être à nos côtés en cette Assemblée générale, en cette clôture, Mesdames et Messieurs les personnels des SDIS et de la sécurité civile, Mesdames et Messieurs. Mes premiers mots iront à l'endroit de Gérald Vial, de Jérôme Petit-Poisson et de leurs 700 bénévoles, des collectivités locales qui ont fait que ce congrès à Nancy est une vraie réussite. Merci du fond du cœur. Merci. Il y a un an, à Marseille, nous célébrions les avancées de la loi Matras pour consolider notre modèle de sécurité civile. Le président de la République nous annonçait un programme ambitieux, une réelle ambition de protection civile, avec un objectif, la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Un an après, malheureusement, l'environnement des SDIS a été bouleversé. Une crise en Ukraine, la guerre sur notre territoire européen. Je veux saluer ici, Monsieur le ministre, la coproduction entre la sécurité civile, le ministère de l'Intérieur, les pompiers de la paix que nous avons lancés au travers de nos territoires pour aller jusqu'à la frontière et apporter notre aide à ces courageux soldats ukrainiens, pompiers ukrainiens, nos amis ukrainiens. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont concouru à cette belle mission. Parallèlement, la pression opérationnelle qui pèse chez les sapeurs-pompiers continue de s'accentuer avec une conjoncture de la crise des urgences hospitalières, le dérèglement climatique, dont cette année 2022 a vu l'apothéose malheureuse dans ce territoire des Landes de Gascogne. Alors, avec tout ça, plusieurs défis se posent à notre modèle de sécurité civile, notamment une vraie question. Les SDIS sont asphyxiés et menacés de rupture. Et deuxièmement, de profondes transformations sont nécessaires pour continuer d'avoir cette agilité, cette puissance, pour assurer la réponse territoriale. Les SDIS sont asphyxiés, menacés de rupture. Les tensions hospitalières, nous échangeons, Monsieur le ministre, ne cessent de se solliciter, sursolliciter les sapeurs-pompiers. 446 services d'urgence, 49 étaient en situation de fermeture partielle, 34 voyaient leur accès régulé, 6 totalement fermés. Les 3/4 des départements ont subi cette tension qui s'est reportée forcément sur les sapeurs-pompiers. Ce diagnostic-là, nous l'avons posé et nous l'avons constaté également sur le CHU de Bordeaux, où nos amis girondins, pendant qu'ils luttaient contre les feux, attendaient également plus de 8 heures au centre hospitalier de Bordeaux. On peut saluer cette mobilisation à la fois sur le front des incendies et à la fois sur l'ensemble des urgences hospitalières pour assurer l'assistance et le secours d'urgence. Merci à tous les sapeurs-pompiers de France. Les SDIS absorbent cette pression. Ils sont sollicités pour les ARS pour faire sur l'ensemble du spectre et pour autant, parfois certains acteurs de la santé refusent leur concours. Pour autant, en collaboration avec les entreprises privées, est-il nécessaire de créer une république où la privatisation de l'organisation des secours et des soins d'urgence dans les secteurs urbains soit rentable et qu'une relégation des sapeurs-pompiers dans les seuls secteurs ruraux non rentables? Clairement, non. Notre pays doit refuser une organisation qui conduirait à privatiser les profits et à nationaliser les pertes. Naturellement, nous ne contestons pas la montée en compétences parallèle à la nôtre de nos collègues ambulanciers. Elle est légitime. Nous souhaitons effectivement que les sapeurs-pompiers continuent d'augmenter leur capacité en secours et en soins d'urgence aux personnes et qu'effectivement les ambulanciers fassent le transport sanitaire urgent. En attendant, ce système de santé, pour citer notre ministre de la Santé, François Braun, est à bout de souffle. Il impacte de plus en plus fortement les sapeurs-pompiers. Non seulement il dégrade notre couverture opérationnelle,
mais il génère aussi une tension insupportable sur nos ressources. Tension sur nos ressources humaines, où s'exprime une perte de sens, une démotivation, avec une tentation croissante de quitter la profession, ou pour les volontaires de rompre leur engagement. Soldats de la vie, nous n'avons pas vocation à être des taxis rouges. L'incompréhension, le désappointement, voire la crise des vocations sont à leur paroxysme. Avec la remise cet été du rapport de la mission Flash sur les urgences et les soins non programmés, sans que les sapeurs-pompiers, pourtant si lourdement impactés, aient pu être consultés. Tension aussi sur nos moyens matériels. Les temps de trajet et d'immobilisation nous pénalisent régulièrement. Les SDIS sont donc confrontés à cette double peine avec l'envolée des prix de carburant, des énergies. Pourtant, notre droit permet depuis 2015 des alternatives aux urgences. La dépose des victimes dans les cabinets médicaux, les maisons médicales, très peu mises en œuvre sur l'ensemble du territoire. Cette sursollicitation contrainte immobilise, détourne nos hommes et nos véhicules, appelés dans le même temps à se mobiliser pour répondre aux effets du dérèglement climatique. Oui, depuis 2, 3, 4 ans, nous ne cessons de le dire et nous le vivons au quotidien. Il nous a percutés de plein fouet durant cette année, plaçant notre sécurité civile au bord de la rupture capacitaire. Le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, alertait en ce début d'été. Nous subissons depuis 2017 des feux de forêt les plus intenses jamais vus en Europe. Et la sécheresse actuelle en Europe pourrait devenir la pire de tous les temps. Notre fédération avait elle-même alerté sur un été de tous les dangers. Nous étions bien au-delà de ce que nous allions vivre et de la réalité que nous avons subie. En cette année 2022, les sapeurs-pompiers de France auront vécu un été en enfer en luttant sans répit contre les catastrophes naturelles causées par l'eau. Chacun garde en mémoire les épisodes orageux des 4 et 20 juin, où 65 départements étaient placés simultanément en vigilance orange. L'Allier, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Gironde, le Puy-de-Dôme ou les Pyrénées-Atlantiques. On n'oublie pas le drame qui a endeuillé la Corse et l'actualité en Guadeloupe où Fiona fait des ravages. À présent, ce sont les épisodes méditerranéens et nous saluons la démarche du gouvernement avec toute la campagne de sensibilisation au travers le ministre Christophe Béchu et l'ensemble des spots que nous voyons sur nos télés. Mais c'est également le feu, de la Gironde et des Landes au Jura, à l'Isère en passant par l'Ardèche, de la façade méditerranéenne et des Pyrénées jusqu'à la Bretagne. La France entière aura été exposée à des feux de forêt, de récoltes, de végétation violents, répétés, sans équivalent depuis 20 ans. Hélas, souvent attisés par la main de l'homme. Durant cet été, les sapeurs-pompiers de France, comme leurs collègues de l'Europe entière, espagnols, italiens, grecs, portugais, mais aussi allemands, croates, slovènes, tchèques, auront combattu sans relâche les incendies. Chaque fois, des centaines de pompiers départementaux, zonaux, extra-départementaux, aidés par leurs amis, les sapeurs-sauveteurs des unités de sécurité civile et par les moyens aériens, ont fait preuve d'un engagement de tous les instants pour protéger les populations au prix de l'épuisement et du risque d'accident. De nombreux collègues ont été blessés lors de ces opérations. En votre nom, je leur adresse des vœux de prompt et complet rétablissement. Hélas, 2 de nos camarades, vous étiez à nos côtés. Martial Morin et Pascal Allaire ont fait le sacrifice de leur vie. Nous ne les oublierons pas. Vous étiez avec le président de la République, l'ensemble du gouvernement, notre directeur général, cher Alain Thirion, qu'il me soit permis à cette occasion de saluer le travail sous ton autorité. Et je me permets le tutoiement parce que dans cette mission de sécurité civile, on ne peut rien faire sans passion et sans amitié. Dans le respect des uns et des autres, tu as su unifier les composantes de la sécurité civile, non seulement dans les moments dramatiques, mais dans les moments les plus consacrants de notre protection civile. Soyez-en remerciés. Comme de votre appel, Monsieur le Ministre, à la mobilisation des employeurs pour qu'ils adhèrent et libèrent ces salariés sapeurs-pompiers volontaires pour lutter contre les incendies hors normes. Merci au MEDEF, à la CPME, aux grands groupes de notre pays, Carrefour, GRDF, Orange, aux collectivités territoriales d'avoir relayé cet appel. Merci également à nos collègues polynésiens, mahorais, réunionnais, d'être venus en renfort pour éteindre les méga-feux de l'Andiras et du test de bûche. Ils méritent effectivement nos plus sincères remerciements et vos applaudissements.
Merci également à nos frères d'armes autrichiens, allemands, grecs, italiens, polonais, roumains, suédois de leur intervention à nos côtés dans le cadre du dispositif Rescue. L'Union européenne aura démontré à cette occasion son plus beau visage, celui de la solidarité. Spectaculaire, ces événements démontrent l'intensité de notre sollicitation opérationnelle. La réalité quotidienne, ce sont les 51 départs de feu dans les Bouches-du-Rhône, les 28 dans le Gard, dans la seule journée du 7 juillet de notre année. Ce qui met en exergue la réussite d'un modèle qui consiste à mobiliser en amont, en préventif, avec des groupes prédisposés, ou encore les 17 aéronefs départementaux qui concourent à ce résultat, parce que 95% des départs de feu ne dépassent pas 5 hectares. Mais cet été, au-delà de la zone sud, sont aussi 139 départs de feu simultanés en 7 jours en Gironde fin juillet. Ce sont des dizaines de feux de végétation et de récolte maîtrisés sur tout le territoire national, y compris dans la moitié nord de notre pays, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, l'Eure, la Sarthe, la Moselle, les Vosges. 422 départs de feu au premier semestre, soit presque le triple des années 2000. C'est un triste record avec 62 000 hectares de surface forestière brûlés dans l'Hexagone à la mi-août. Notre modèle de sécurité civile a été au bord de la rupture. Il doit être passé en revue dans sa globalité et renforcé dans ses moyens capacitaires, son financement, sa gouvernance, comme s'y sont engagés le chef de l'État et son gouvernement. Aujourd'hui encore, ce modèle repose sur la solidarité nationale à travers les fameuses colonnes de renfort. Mais demain, cette solidarité pourra-t-elle largement s'exprimer? Nous devons donc nous préparer à faire face à des interventions en simultané, beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus intenses. Dans ce contexte, et bien que réelles, les avancées de la loi Matras, comme la création du statut de pupille de la République ou le zéro reste à charge et l'abaissement à 15 ans de l'ancienneté ouvrant droit au bénéfice de la NPFR pour les sapeurs-pompiers volontaires, peinent à faire sens dans nos casernes. Alors qu'à l'inverse, des mesures qui faisaient sens ont été rejetées, retirées ou renvoyées à des rapports, car jugées trop chères, la défiscalisation des employeurs pour les sapeurs-pompiers volontaires, l'octroi de jours d'autorisation d'absence pour faire face aux crises à l'instar des réserves opérationnelles, ou bien prématurément, comme l'octroi de la bonification retraite aux sapeurs-pompiers volontaires. Monsieur le ministre, prenons garde. Tout le monde pense que le volontariat, socle de notre modèle de gestion des crises, fonctionne. En effet, la distribution des secours est assurée. Notre organisation hybride, basée sur la complémentarité entre professionnels et volontaires et la solidarité interdépartementale, a répondu encore présent lors des épisodes orageux ou des feux. Mais ayons conscience que si notre volontariat s'effondre, c'est tout notre modèle de gestion des crises qui dépérira. Notre volontariat est fragile et traversé par de profondes évolutions sous-jacentes. Sursollicité, il est aujourd'hui en quête de sens, en forte attente de reconnaissance. Il convient donc de se féliciter de l'accord sur la revalorisation des montants de la NPFR, intervenu au cours et au sein du comité des financeurs des SDIS, et qu'il me soit permis publiquement de vous remercier, ainsi que la ministre déléguée aux collectivités territoriales, pour le travail avec l'Assemblée des départements de France, en responsabilité, en contribuant à 50% chacun pour augmenter notablement cette prestation. C'est une véritable reconnaissance du volontariat. Merci à vous. Je prenais un exemple hier auprès de Madame la ministre. Je disais que certains camarades qui nous entourent, avec plus de 40 années de sapeurs-pompiers volontaires, allaient avoir une retraite d'environ 1 200–1 500 €. La NPFR représentera 300 à 380 € supplémentaires par mois pour ces sapeurs-pompiers volontaires. Merci encore du fond du cœur. Il s'agit d'avancées significatives, certes, mais il est impossible d'ignorer les difficultés qui demeurent et auxquelles sont confrontés nos sapeurs-pompiers volontaires dans l'exercice quotidien de leur engagement dans les unités opérationnelles. Ces difficultés viennent parfois de l'extérieur. Je pense au très mauvais signal contradictoire avec les ambitions de la loi Matras, adressée par une modification subreptive des conditions d'accès à l'honorariat par le décret de déconcentration du 14 avril dernier. Je sais que vous aurez à cœur, et le directeur général a entendu mon message pour rectifier cette petite coquille réglementaire. C'est pourquoi, effectivement, ces difficultés doivent être traitées. Mais aussi, comme nous l'avons échangé, Monsieur le Ministre, au sein de nos organisations, au sein du fonctionnement interne de nos SDIS, la vie du sapeur-pompier volontaire au quotidien, cela reste encore trop souvent des barrières à l'entrée, en contradiction avec le besoin d'ouverture au recrutement. Nous devons casser les stéréotypes et nous ouvrir à la diversité de la population. C'est tout le sens du message porté par les sapeurs-pompiers de France
au travers la campagne nationale de communication élaborée avec notre caporal d'honneur, Jacques Séguéla, et le groupe Media School présenté lors de ce congrès. Bravo aux étudiants de Reims, lauréats de ce concours, de nous aider à bousculer nos habitudes. Il n'y a pas que la taille qui compte, il n'y a pas que l'âge qui compte, il n'y a pas que la force qui compte. Finalement, celui qui compte, c'est toi. Merci à vous. Merci beaucoup. Après celui des départements de France, après l'accord obtenu auprès des départements de France, Monsieur le ministre, je ne pouvais que solliciter publiquement le soutien de l'État pour finalement introduire cette campagne sur l'ensemble des médias sociaux, l'ensemble des médias auxquels nous pourrons faire appel pour que dans le temps, nous convainquions l'ensemble de nos populations à rejoindre nos rangs. Mais au-delà, nous devons introduire de la mobilité dans la gestion de nos chefs de centre et faire de la formation au management de l'engagement citoyen un objectif prioritaire de la formation initiale et continue de nos officiers à l'ENSOSP. Un sapeur-pompier volontaire, cela ne se gère pas comme un agent public. Les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas la variable d'ajustement, ni managériale, ni financière. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Ils constituent l'essentiel de nos ressources autour d'une colonne vertébrale que sont nos collègues, que sont leurs collègues professionnels, les personnels administratifs, techniques et spécialisés. Le volontariat au quotidien, c'est aussi la persistance de formalités inutiles en cas de changement de département. Et nous avons longuement échangé ce matin sur ces modalités qui ne font plus sens dans les casernements. Nous demandons expressément à ce que la direction générale s'exprime auprès de l'ensemble des directeurs départementaux pour faire que l'agilité de notre modèle, la facilité d'exercice du volontariat s'exprime au quotidien et arrête de gâcher la vie des sapeurs-pompiers volontaires. Je vous remercie. Le volontariat, c'est un sujet sociétal primordial. Face aux défis climatiques, le renforcement du volontariat n'est pas une marotte de la Fédération nationale, pas seulement. C'est un sujet de protection civile majoritaire, prioritaire, si nous voulons éviter demain une rupture capacitaire. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne l'ont souligné dans les conclusions du Conseil adoptées à l'unanimité le 3 mars dernier, sous la présidence française de la PFUE. Merci, Monsieur le ministre, pour avoir impulsé cela. Merci au président Macron d'avoir fait en sorte qu'au sein de l'Europe, on parle du volontariat comme une cause commune pour faire face aux dérèglements climatiques et aux évolutions sociétales. Pour conserver cette agilité, cette puissance nécessaire, nous devons avoir 4 transformations. La première, la clarification et le pilotage de nos missions. Je ne vais pas y revenir, mais nous avons un vrai sujet sur la réponse graduée en amont de l'hôpital. Considérer les sapeurs-pompiers comme les acteurs principaux du pré-hospitalier. Nous avons des pratiques qu'il faut amplifier dans le cadre d'un vrai partenariat avec nos ARS, les hôpitaux et leurs directeurs. Il ne faut pas ce rapport de subordination envers le SAMU, mais plutôt un pilotage de nos ressources par nos services de santé. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des supplétifs ni des sous-traitants. En revanche, nous sommes prêts, c'est le sens du groupe Contact Permanent créé il y a quelques jours avec les représentants nationaux des médecins urgentistes hospitaliers, à travailler ensemble, comme nous le faisons dans les territoires, sur la base de relations entre égaux. Nous reconnaissons la plus-value de la régulation médicale, mais celle-ci doit accepter de prendre en compte les moyens des SDIS et leurs contraintes. Contraintes humaines sur le volontariat et sa disponibilité, matérielles, les temps d'attente excessifs aux urgences, missionnelles, la mission incendie qui doit pouvoir nous conduire à dire non à certains moments à des demandes d'engagement de nos moyens. Tout comme elle doit être reconnue et respectée par la maîtrise, par les sapeurs-pompiers de leurs moyens dans la gestion des secours et des soins d'urgence préhospitaliers. Il y a là une ligne rouge pour laquelle nous attendons, Monsieur le ministre, votre soutien et celui du gouvernement. Nous devons pouvoir, en amont de l'hôpital et sous le pilotage des élus et préfets, intensifier le déploiement d'une réponse graduée. Cette réponse s'exprime avec 3 niveaux. Le premier niveau, la mise en œuvre des actes de soins d'urgence par les sapeurs-pompiers. Le décret du 22 avril dernier marque déjà la reconnaissance de ces pratiques au sein des SDIS. Nous nous réjouissons de la pleine capacité donnée dorénavant à nos services de santé des SDIS pour la formation des sapeurs-pompiers à ces gestes, dont la montée en charge devra s'effectuer avec pragmatisme en fonction des besoins territoriaux et de la disponibilité. Le toilettage de l'arrêté sur les pharmacies à usage intérieur des SDIS et la dispension des médicaments par les sapeurs-pompiers aux victimes reste lui aussi attendu, Monsieur le Directeur Général, afin de parfaire la déclinaison de la loi Matras. Second niveau de réponse, la réponse paramédicale par les infirmiers sapeurs-pompiers. Alors, si d'aucuns infirmiers dans la salle pensent que nous ne posons pas ces sujets-là avec le ministre de l'Intérieur, nous avions évoqué
il y a quelques minutes, que c'était une invention, les VLI, les fameux véhicules légers infirmiers, c'était une invention des sapeurs-pompiers et d'autres aujourd'hui s'en font le chantre et le développent. Nous en sommes réjouis. Qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, l'essentiel, c'est le secours apporté à nos populations. Mais reconnaissons quand même l'histoire. À un moment donné où certains nous mettaient au pilori sur ces sujets-là. Nous attendons que nous défendions ce deuxième niveau de réponse sur la réponse paramédicale. Le troisième niveau de réponse, la réponse médicalisée des SDIS par les véhicules de liaison médicalisés. Il faut donc, dans le prolongement de la loi Matras, poursuivre la mise en place de nouvelles mesures d'attractivité pour nos médecins, nos infirmiers, et permettre ainsi aussi d'avoir des coordinations santé au sein des CTA CODIS. Il faut veiller à la place également des associations agréées de sécurité civile dans la gestion opérationnelle du SUAP pour préserver cette cohérence du dispositif de sécurité civile dont le ministre de l'Intérieur est le garant. Toujours dans un souci de cohérence des missions des différents acteurs des urgences préhospitalières, nous demandons, Monsieur le ministre, à ce que, sur la base des remontées des CODAMUPS, l'ACNIS, lors de sa prochaine réunion, soit saisi d'un rapport d'évaluation des premiers effets de la déclinaison territoriale de la garde ambulancière. Ainsi, la mise en place d'un dispositif de suivi semestriel pour voir les effets sur nos territoires et sur nos ressources. S'agissant enfin de la mise en place d'une régulation et d'un triage en amont des urgences, le risque est grand de saturation du 15 par des flux encore toujours plus importants d'appels non urgents. Je ne vais pas faire tout mon laïus sur le numéro d'urgence, mais nos inquiétudes sont là. À quand cette expérimentation permettant à tous les services de se mettre autour d'une seule table, de répondre à la détresse de concitoyens, d'orienter sur le 112, l'urgent, d'orienter sur le 116, 117, le non-urgent. Vous savez, nous sommes avec les élus, les médecins et la plupart des sapeurs-pompiers convaincus que ce système du travail ensemble permettra de mieux répondre. Comment ? Nous pensons effectivement que le gouvernement fasse le choix de ses engagements européens tels qu'il a fait sur le volontariat sur cette thématique-là. Seconde transformation, le renforcement de la prévention et des moyens capacitaires. Conformément à la préconisation de la mission courant, le projet de la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur que vous défendrez prochainement devant le Parlement prévoit la création chaque 13 octobre d'une journée que l'on appelle de la résilience face aux risques majeurs. Cette journée à la japonaise doit mieux associer les populations, diffuser des messages de prévention, sensibiliser les comportements à adopter face à tout type de phénomène. Cette journée qui viendra s'ajouter au nouveau service d'alerte d'urgence de la population, FR Alert, qui est incontestablement un grand progrès. Mais une avancée encore insuffisante face à l'ampleur du défi qui nous attend. Ne voit-on pas régulièrement des populations quitter leur domicile pour se rendre à leur garage et tenter de fuir en voiture face aux inondations, à l'inverse du comportement qu'il faudrait adopter. Par conséquent, quelles sont les perspectives pour relancer le chantier de la formation aux gestes qui sauvent dès l'école, demandé par le président de la République il y a un an à notre congrès à Marseille? Quand pourra-t-on disposer d'un véritable continuum de formation à ces gestes tout au long de la vie, éducative, professionnelle? Est-il envisagé, moyennant un allongement de la durée et d'un engagement financier, certainement des collectivités et de l'État, afin d'activer des leviers que peuvent constituer le service civique ou le service national universel par la création d'un service national de protection civile? L'excellent rapport des sénateurs Bassi, Martin, Loisier et Reitman, publié début août, doit guider l'action des pouvoirs publics. Nous devons faire à la fois le renfort de nos actions de prévention et de nos moyens de lutte pour prévenir l'embrasement lié aux feux de forêt et de végétation. Quelles sont les intentions du gouvernement pour améliorer les dispositifs de prévention, aménagement du territoire, politique de sylviculture durable, adaptation et extension des plans de prévention des risques, application effective et simplification des obligations légales de débroussaillement autour des habitations. Monsieur le ministre, vous le savez, nous défendons un principe qui consiste à penser qu'un euro dépensé dans la prévention permet d'économiser entre 7 et 8 euros liés aux dégâts occasionnés. Cet effet accru doit s'accompagner d'un renforcement de nos moyens capacitaires. Alors oui, le projet de loi LOPMI, tel qu'on l'appelle, contient pour la première fois un important volet dédié à la sécurité civile et à la réponse aux crises hybrides interministérielles. Vous l'avez dit, un certain nombre de dispositifs sont écrits dans ce projet de loi, mais nous aurons à travailler ensemble pour rajouter certainement, et probablement que le mois d'octobre prochain, où nous nous réunirons autour du président de la République pour faire le grand retour d'expérience, nous permettra d'inclure certains dispositifs qui feront sens. En même temps,
le cap doit être gardé concernant le déploiement sur le quinquennat des 2 grands projets numériques, que ce soit Nexis ou le réseau radio du futur. À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, il permettra aux sapeurs-pompiers, comme tous les acteurs de la sécurité et des secours, de bénéficier d'un système de communication mobile très haut débit. Nous souhaitons vous soumettre cependant 2 points d'amélioration à ce projet de loi. Un enjeu fondamental, le maillage territorial. Nous avons 6 154 centres d'incendie et de secours. 261 de ces centres ont été fermés depuis 2017. Plus de 2500 en 20 ans. Il est urgent de stopper l'hémorragie. Il en va de la proximité de l'égal accès de nos concitoyens à un service public essentiel, mais aussi de la pérennité du volontariat et de tout notre modèle de sécurité civile. Naturellement, il importe de ne pas figer ce maillage territorial. Notre pays prévoit la mise en place de 200 nouvelles brigades de gendarmerie en milieu rural, alors que 500 avaient été fermées ces 15 dernières années. Alors donnons-nous le même objectif pour nos centres d'incendie et de secours. Deuxième point d'amélioration, elle aussi préconisée par le Sénat, l'augmentation significative de la dotation de soutien de l'État à l'investissement des SDIS. Nous avons besoin, et vous avez vu, vous l'avez constaté, aujourd'hui et depuis les années 2000, les services d'incendie n'ont pas pu renouveler l'ensemble de leur matériel. Ils étaient accompagnés jusqu'à présent et nous croyons à la réforme du pacte capacitaire pour faire en sorte que justement collectivités et États continuent d'investir pour faire face au dérèglement climatique et à l'ensemble de ses répercussions. Troisième transformation, la création de marges de manœuvre financières pour les SDIS. La loi Matras prévoit la remise par le gouvernement au Parlement d'un rapport sur le financement des SDIS avant le 1er janvier prochain. Inchangé depuis 15 ans, ce financement doit évoluer parallèlement à l'augmentation de la sollicitation opérationnelle. On ne peut pas nous demander de mener la guerre du climat avec des avions du siècle dernier et des semelles de plomb financières. 3 actions doivent être engagées. D'abord, la réforme de la TSCA. Et le 20 août dernier, vous y êtes favorablement posé sur ce sujet. Tout à l'heure, dans nos conversations, vous avez évoqué le fait qu'il fallait qu'on mette tous ensemble sur la table cette question de l'évolution de la TSCA. Il faut faire progresser l'ensemble des ressources et prendre en compte une notion qu'il faut développer. Et je remercie encore les services de la Direction générale de la sécurité civile pour dorénavant intégrer dans les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques la notion de la valeur du sauvé. Oui, la sécurité civile protège des vies humaines, toutes les collectivités, des vies industrielles, et tout cela, c'est notre PIB chaque fois qui s'en retrouve grandi ou protégé. Il est urgent également de corriger les incohérences, parfois, de notre législation fiscale ou sociale sur certains prélèvements imposés. Nos équipements, usés par les contraintes pesant sur l'investissement des SDIS et à l'intensité des sollicitations, doivent être modernisés et non frappés de prélèvements injustes. Pour cela, mettons fin à la situation où quand un SDIS achète un véhicule de commandement pour lutter contre les feux de forêt, il doit payer un malus écologique qui augmente le prix de 50%. Ou qui voit le carburant utilisé par nos véhicules lorsqu'ils partent en opération soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, quand d'autres secteurs en sont exemptés pour transporter des marchandises ou des voyageurs. Merci au Parlement de s'être emparé de ces sujets en juillet dernier, lors de l'examen du projet de loi finances rectificative. Nous souhaitons l'aboutissement de ce débat lors du vote du budget 2023. Enfin, il convient d'activer de nouveaux leviers de financement pour les SDIS. Par ailleurs, examinons sans tabou une question de déplafonnement des contributions du bloc communal. Les intercos, en particulier les agglomérations, les métropoles, se sont beaucoup développées ces 15 dernières années. Elles absorbent une part importante de notre activité opérationnelle. Dès lors, le déplafonnement de leurs contributions au niveau de l'inflation semble injuste et incohérent. Le plafonnement, pardon. De même, saisissons l'opportunité que représente le prochain renouvellement des modalités de contractualisation financière. Effectivement, le plafonnement des dépenses de fonctionnement des collectivités impacte les services départementaux d'incendie et de secours. Quatrième et dernière transformation essentielle, la consolidation des ressources humaines des SDIS. Plusieurs leviers doivent être activés dans cet objectif. Alors naturellement, par la mise en place au sein des SDIS, des sous-directions créées par la loi Matras, et pas seulement, avec l'Association nationale des directeurs. Nous avons demandé à notre direction générale d'avoir une vision globale de l'encadrement supérieur des SDIS, dans ses différentes composantes, emploi supérieur, 3SM et sous-directeurs, avec à l'esprit 2 principes guides. Tout d'abord, préserver l'attractivité du concours de colonel pour ne pas assécher les viviers des candidats aux emplois supérieurs de direction, mais aussi
éviter les contraintes réglementaires inutiles. Faisons confiance à la libre administration des SDIS, à l'évaluation et à l'évolution et évaluer de manière évidente la correction des pratiques. Le second levier d'action porte sur l'attractivité des carrières des agents des SDIS. L'augmentation générale du point d'indice et la revalorisation des rémunérations en début de carrière des agents de catégorie B intervenus cet été après celle des catégories C sont venus renforcer la reconnaissance apportée aux sapeurs-pompiers et au personnel administratif et technique. 2 dossiers statutaires doivent cependant être menés à terme. Parallèlement à la création des sous-directions santé, il convient de finaliser le chantier initié par le directeur général de la Sécurité civile, renforcer l'attractivité missionnelle, statutaire et indiciaire des agents de service santé. La crise du Covid l'a montré, l'a illustré. Le pilotage opérationnel du SUAP l'impose. Nos SDIS ont besoin de nos services de santé structurés, puissants, pour pouvoir assurer la mission du quotidien. Il faut les saluer. Ils ont permis de réussir la vaccination dans notre pays et ils méritent l'ensemble, infirmiers, médecins, pharmaciens, nos applaudissements. Merci aux services de santé. Second chantier statutaire attendu, la réforme des emplois supérieurs de direction. Alors non pas pour gagner quelques échelons, mais simplement pour faire en sorte de prédisposer et de disposer à la faveur de l'État de cadres formés et potentiellement intéressants pour l'ensemble des politiques publiques. Le troisième levier d'action concerne nos sapeurs-pompiers professionnels. Au-delà du renforcement des effectifs, oui, Monsieur le Ministre, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France appelle à recruter des sapeurs-pompiers professionnels, épine dorsale de notre sécurité civile. Effectivement, nous appelons le recrutement à 50 000 sapeurs-pompiers professionnels et nous pensons pouvoir contribuer aussi à préserver les conditions de départ à la retraite si tant est qu'un projet de loi devait introduire la notion d'évolution de notre régime de retraite au plan national. Nous serons vigilants au maintien de catégories actives, la préservation du système de bonification, mais également la portabilité individuelle des droits pour permettre effectivement, dans un souci de justice, aux anciens collègues qui seraient allés par ailleurs de garder le bénéfice de ce qu'ils ont accompli en tant que sapeurs-pompiers professionnels. Le quatrième et dernier levier, c'est l'amélioration du dispositif de formation. Lui aussi, un sujet qui fait l'objet d'un rapport du gouvernement au Parlement prévu par la loi Matras. Le positionnement de notre école nationale, l'ENSOSP, doit évoluer pour devenir la tête de pont de la formation des sapeurs-pompiers, officiers comme non-officiers. Nous souhaitons également voir se concrétiser l'intégration de nos cadres supérieurs via l'ENSOSP au tronc commun de l'Institut national du service public, afin de favoriser le partage des valeurs et des cultures professionnelles avec les différentes composantes de la haute fonction publique. Nous saluons enfin le rapprochement engagé entre l'ENSOSP, les casques de Valabre et le Centre national civilo-militaire de formation et d'entraînement. J'achèverai mon propos par la priorité absolue, le volontariat. Remarquable, cet engagement citoyen doit être reconnu et récompensé. S'il ne doit pas être rémunéré, il ne doit pas être à l'inverse, il ne doit pas coûter à l'inverse à celles et ceux qui s'y consacrent. En ces temps où le pouvoir d'achat constitue la priorité, nos sapeurs-pompiers volontaires saluent la revalorisation de leur indemnité horaire et de la NPFR. Pour autant, nous le disons, des signes de fragilité du volontariat apparaissent. Ce volontariat reste essentiel, notamment dans les secteurs périurbains et ruraux. Pour valoriser ce volontariat, pourquoi ne pas envisager un crédit d'impôt proportionnel au volume horaire annuel consacré à l'astreinte du sapeur-pompier volontaire? Afin d'améliorer la disponibilité quotidienne des sapeurs-pompiers, la relation envers leur employeur doit être refondée. Le déploiement des mécanismes existants doit être naturellement poursuivi, les conventions de disponibilité, le mécénat, le label employeur. Mais pour autant, certains dispositifs depuis 20 ans existants n'ont pas fait leurs preuves. Innovons. Mais au-delà, nous devons permettre à nos employeurs de trouver, grâce à des mesures simples et faciles à mettre en œuvre. Et je sais que tout à l'heure, vous avez entendu notre président délégué à la Commission des sapeurs-pompiers volontaires qui faisait preuve d'innovation et de pertinence. Cela doit être, ces prochaines années, une priorité du plan d'action pour le volontariat préparé par le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires sous l'égide de son président Christophe Guillotot. Ce plan devra cibler prioritairement le développement des effectifs de jeunes sapeurs-pompiers, l'ouverture du recrutement et de nouveaux profils à travers des réserves citoyennes ou encore la poursuite de l'élan en faveur de la féminisation et de l'engagement différencié. Il doit intégrer également des volets destinés à améliorer l'intégration des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que leur accès à la formation et à l'organisation opérationnelle et fonctionnelle des SDIS. Une étude sociologique sur les nouvelles motivations et les nouvelles formes d'engagement
pourrait opportunément être recommandé à l'appui de ces travaux, de manière à cibler de nouvelles mesures attractives. Pour apporter une réelle dynamique, ce plan d'action devra faire l'objet, Monsieur le ministre, d'une impulsion politique de votre part et de celle de votre gouvernement. Dans cette attente, les sapeurs-pompiers de France attendent de vous aujourd'hui deux réponses fortes à deux de leurs attentes prioritaires. En premier lieu, le gouvernement soutiendra-t-il, dans le cadre du prochain projet de loi sur les retraites, l'attribution d'une bonification de trimestre au titre de la solidarité nationale pour les sapeurs-pompiers volontaires, justifiant de 15 ans et plus d'ancienneté? Il s'agit là, vous le savez, d'une aspiration vieille de plus de 40 ans, dont le président de la République, l'an dernier, à Marseille, avait annoncé la reprise à cette occasion. En second lieu, dans le prolongement des succès de la présidence française de l'Union européenne, le gouvernement entend-il, avec ses homologues, agir auprès de la Commission européenne pour le soutien juridique au développement du volontariat de protection civile souhaité par le Conseil face au changement climatique, qu'il se traduise concrètement par la préparation et l'adoption rapide d'une directive favorable à cet engagement citoyen. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, l'augmentation résolue des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires en France et en Europe doit trouver sa place parmi les réponses radicales à l'urgence écologique. Oui, nous le souhaitons tous ensemble pour répondre de manière soutenable à l'augmentation prévisible de cette sollicitation opérationnelle. Et nous en appelons à avoir 250 000 sapeurs-pompiers volontaires à l'horizon 2027. Oui, le volontariat doit rester le socle de la proximité et de la capacité de monter en puissance de notre modèle de protection civile. Alors de grâce, ne cédons pas aux pressions qui s'exercent ici ou là pour demander d'abandonner le recours au volontariat et de bénéficier d'une contractualisation pour la gestion des contrats saisonniers ou des colonnes de renfort. Les conséquences seraient désastreuses, tant pour le potentiel opérationnel de notre sécurité civile que pour les finances de nos SDIS. Pour gagner dans les territoires, les batailles de l'accès aux soins et du climat, nous avons besoin de plus de sapeurs-pompiers professionnels, de plus de sapeurs-pompiers volontaires et de plus de professionnels de santé, mieux équipés dans nos SDIS. Nous n'avons pas besoin de débats d'arrière-regard, mais d'agilité et de puissance. Cette agilité et cette puissance ne se trouvent pas dans la destruction, mais dans le renforcement de notre modèle hybride de protection civile, fondé sur la coopération entre les collectivités et l'État, et sur la complémentarité entre sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, militaires, personnel administratif et technique, associatifs, agents des unités de la sécurité civile. Ce modèle est certes exigeant, complexe, mais il est unique et envié. Il mérite donc que ministres, préfets, élus, organisations syndicales, associations, acteurs du secours, nous prenions tous notre part pour le faire grandir et rayonner, comme nous avons commencé à le faire lors du sommet organisé jeudi dernier. Ce modèle qui, depuis plus de 40 ans, finalement, a été défendu par de nombreuses générations, par votre fédération nationale, contribue finalement à façonner ce qui est la solidarité de nos territoires. Ici même, à Nancy, à l'occasion de son 100e congrès national, un ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, répondant aux attentes de nos prédécesseurs, a annoncé en 1993 le lancement de 2 réformes majeures qui allaient devenir, 3 ans plus tard, les lois dites de départementalisation des SDIS et de développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Alors, 29 ans plus tard, en clôture de ce magnifique congrès, à nouveau magistralement organisé par nos collègues Meurthe et Mosellan, avec le soutien des collectivités, nous attendons de vous, Monsieur le Ministre, la formulation d'un nouveau serment de Nancy. Un serment qui soit le reflet d'une ambition modernisatrice pour le volontariat, comme pour la protection civile, pour faire face aux défis de ce début du XXIe siècle. Les sapeurs-pompiers de France, qui en sont aujourd'hui les ardents promoteurs, deviendront, alors soyez-en certains, les plus fervents artisans. Vive la sécurité civile, vive les sapeurs-pompiers de France. Madame la ministre, chère Caroline, Monsieur le préfet, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République, cher Patrick Strodart,
Monsieur le préfet, directeur général de la gestion des crises et de la sécurité civile, cher Alain, monsieur le contrôleur général, monsieur le président Grégory Lyon, cher Grégory, monsieur le maire, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la présidente de l'Assemblée nationale, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le président du SDIS de ce beau département qui nous accueille, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, mesdames et messieurs les personnels civils, administratifs des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers. Merci de m'accueillir aujourd'hui en ce congrès que je sais si important chaque année pour l'ensemble de la famille de la sécurité civile, pour les sapeurs-pompiers. Et je tiens d'abord à vous exprimer au nom des Français, au nom du gouvernement, et je dois saluer le cabinet de Mme la Première ministre qui est également parmi nous, Monsieur le Président, au nom du Président de la République, et peut-être, et vous le savez tous les jours par leurs encouragements, au nom des Français, toute la gratitude que nous avons pour les sapeurs-pompiers, leur courage et leur abnégation. L'été qui vient de passer a été particulièrement éprouvant, mais il aurait pu être davantage meurtrier, davantage catastrophique, si vous n'aviez pas combattu les feux partout et en tout temps, secouru les populations et être rendez-vous aussi de la lutte contre la grêle ou ceux qui étaient chassés par l'orage. J'ai une pensée émue comme vous pour ceux qui se sont battus à vos côtés cet été et qui ont laissé leur vie, ainsi que leurs familles. L'adjudant-chef Martial Morin et le commandant Pascal Allaire. J'associe à ce souvenir ému vos deux autres collègues décédés en cette année 2022, l'adjudant Jean-Pierre Lessort et le sergent Thomas Rocher. Nous leur rendons hommage, ils sont tombés pour la France. Je voudrais, Monsieur le Président, cher Grégory Lyon, vous remercier pour votre engagement continu, courageux, déterminé, pour les sapeurs-pompiers. Et je ne sais pas si je peux trahir ce secret, mais je crois que Grégory Lyon est la personne qui m'appelle le plus. Vous aurez compris que son discours volontaire fait que parfois il y a des étincelles dans nos discussions, mais je peux vous assurer qu'il est toujours du côté de l'intérêt général, puisqu'en défendant les sapeurs-pompiers, il défend toujours l'intérêt général du pays. Mais indépendamment d'être un grand président de votre association, de votre belle structure, plus que centenaire, il est aussi un grand professionnel. Je suis aussi venu aujourd'hui saluer le président Grégory Lyon, mais lui dire devant vous que le choix du président de la République et le choix du gouvernement est de le nommer à la tête de l'École nationale des supérieurs des officiers de sapeurs-pompiers. Cette grande école, et ça tombe bien, Monsieur le Président, parce que vous avez évoqué plein de choses qu'il faudra que l'école fasse, et donc vous avez en partie votre feuille de route que va vous fixer le ministre de l'Intérieur dans quelques semaines. Je le dis parce qu'on peut être à la fois un grand président qui soutient les sapeurs-pompiers volontaires comme vous le faites, et être un grand professionnel, et je salue d'ailleurs Richard Baillet, qui a bien voulu libérer, si j'ose dire, le contrôleur général. Dans cette belle ville de Nancy, j'ai en tête, Monsieur le maire, un stratège qui, paraît-il, est né ici, Émile Meyer, un ami, jeune ami du général de Gaulle, et qui influença durablement, mais trop discrètement, la pensée de la République, celle de la guerre et du combat. Je retiens particulièrement son inspiration, et je le cite, « Continuer à quitter l'ornière, sortir de la routine, créer des méthodes neuves, de rompre, bien sûr, si besoin, avec les méthodes admises partout. » Je suis donc devant vous, ce matin, animé, je crois comme vous, Monsieur le Président, des mêmes convictions que nous devons imaginer de nouvelles méthodes pour relever les défis très nombreux que vous avez esquissés.
C'est également, monsieur le directeur de cabinet du président de la République, les propos du président lorsqu'il a reçu, voilà, quelques jours les préfets, le 15 septembre dernier. Et je cite le président, parlant de notre unité, je veux parler de notre politique de sécurité civile. C'est un enjeu majeur pour notre pays. Et j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de repenser en profondeur notre modèle. Certes, nous n'avons pas attendu les événements de cet été, car nous avons augmenté les moyens de plus de 30% ces dernières années, plus de 40% d'ailleurs le budget de monsieur le directeur général de la sécurité civile, pour réformer et avoir plus d'équipements, mais nous devons encore améliorer l'organisation collective des services de secours. Mesdames, Messieurs, c'est précisément pour cela que je suis venu, pour échanger avec vous sur les moyens d'améliorer notre modèle, de continuer les réformes, de réfléchir aux moyens nouveaux et de rendre plus sûr, plus résilient, mieux préparé aux crises de demain notre modèle de sécurité civile. Certes, le modèle de sécurité civile a été à rude épreuve cet été, mais il n'a pas rompu. Réformer pour mieux anticiper, c'est donc le maître mot. Et à nous de tirer donc les leçons de l'année écoulée et commencer par renforcer notre culture de la prévention. Bien sûr, on ne peut pas venir ce matin sans dire un mot sur la saison des feux. D'ailleurs, est-ce que le mot saison des feux correspond encore à quelque chose, tant les feux ont commencé bien avant la saison et encore beaucoup de nos compatriotes, je pense au sud de la France et à la Corse, qui peuvent à tout moment connaître encore des feux très importants. Depuis début juin dernier, près de 63 000 hectares ont brûlé et 10 500 hectares de culture. Pour saisir l'ampleur, cela représente en surface 7 fois plus de feux que l'année dernière. Et fait notable, il y a eu autant de feux au nord qu'au sud de la Loire. Plus de 10 000 sapeurs-pompiers ont été sur le terrain, 45 colonnes de secours ont été mobilisées et des moyens départementaux venant de toute la France et même, comme vous l'avez dit, du bout du Pacifique. Nous avons fait appel à nos 22 avions de la sécurité civile, aux hélicoptères bombardiers d'eau, qui ont effectué, tenez-vous bien, plus de 13 000 largages et 2 700 tonnes de produits retardants, plus du double de ce que nous avions largué en 2021. Je veux d'abord ici vous remercier et reconnaître publiquement, au nom du gouvernement de la République, que la gestion de ces feux ont été remarquables. Ni blessés ni morts parmi les populations civiles. Et mis à part les forêts elles-mêmes, les dégâts matériels ont été plus que contenus. J'ai, comme la Première ministre, pu personnellement constater tout ce que vous aviez accompli avec les gendarmes, les policiers, les agents forestiers, les élus locaux, bien évidemment. Mais l'ampleur des feux que vous avez combattus et l'engagement de chacun qui s'est rendu sur place, en Gironde, en Ardèche, dans le Lozère, dans le Jura et ailleurs, a fait, vous le savez, non seulement le titre des journaux, mais la reconnaissance des Français. En plus des incendies spectaculaires, les derniers mois ont été marqués par des épisodes de grêle inédits. 65 départements touchés. Un quart, par exemple, des communes d'un seul département, l'Allier, s'est retrouvé endommagé. Et sans parler, bien sûr, des orages de Corse, qui ont marqué l'été 2022, avec des vents allant jusqu'à 224 km/h. Vous êtes donc sur tous les fronts. Mais à présent, il faut tirer les leçons de ce que nous avons vécu. J'ai demandé à monsieur le directeur général de la sécurité civile de rédiger très rapidement un rapport, une sorte de rétex en lien avec vous, monsieur le président, avec l'ensemble des acteurs, avec l'ADF que je salue, avec le Sénat qui s'intéresse particulièrement à ces sujets et qui a rendu son propre rapport, pour que nous tirions effectivement les conclusions de cet été qui en appelle malheureusement bien d'autres. Le président de la République va organiser le 14 octobre prochain à l'Élysée la réunion qu'il avait promis cet été pour tirer avec l'ensemble des acteurs de la sécurité civile tous les enseignements de ce qui est convenu d'améliorer. Ça tombe bien, une grande loi de modernisation du ministère de l'Intérieur est bientôt déposée au Parlement. Tous ces événements ont illustré l'expertise des forces de sécurité civile qui ont agi dans un contexte particulièrement tendu. Il faut donc réfléchir, à l'aune des récents rapports du GIEC qui étayent la projection désastreuse d'une température qui, d'ici 2050, pourrait augmenter de quasiment 4 degrés dans l'Hexagone et qui aura donc pour conséquence de subir 3 fois plus d'inondations et de crues, avec des précipitations beaucoup plus violentes, y compris dans le sud de la France,
alternant sécheresse, inondations, incendies et sans doute 40% d'épisodes de grêle supplémentaires. C'est donc dans ce contexte que nous voyons arriver que la journée de la résilience, dite journée japonaise, sera organisée désormais chaque 13 octobre de chaque année et prévue dans la loi que je présente dans quelques jours au Sénat. Elle doit permettre une acculturation de toute la population au risque, comme vous l'avez dit, aux gestes qui sauvent, à l'école, à l'entreprise, dans la fonction publique, dans les collectivités locales. Nous devons tous nous acculturer. Ce rendez-vous sera aussi le grand rendez-vous des savoir-faire des sapeurs-pompiers, des bénévoles et des associations agréées que je ne veux pas oublier aujourd'hui. Je sais que votre fédération y contribue déjà beaucoup. Je suis sûr qu'elle épousera cette journée japonaise avec beaucoup d'engouement. Par ailleurs, dans la loi de modernisation du ministère de l'Intérieur, pour la première fois, vous l'avez dit, la sécurité civile est citée avec des moyens budgétaires complets, un renouvellement de notre flotte d'hélicoptères, mais aussi la création de nouveaux postes à la sécurité civile, monsieur le directeur général, 200 postes supplémentaires, 150 formisques qui aident aussi les pompiers sur l'ensemble du territoire. Émile Meyer engager le futur général de Gaulle à sortir de la routine. C'est ce que vous faites, je crois, chaque jour, à chaque congrès. Et j'ai déjà entendu des choses l'année dernière à Marseille qui se sont concrétisées. Ce congrès l'année dernière fut particulièrement important, avec la venue du président de la République et dans la continuité de la loi Matras qui a été votée. Je voudrais dire ici que le gouvernement a tenu ses engagements. Sur les 30 décrets, plus de la moitié sont déjà sortis et tous vont l'être d'ici le 31 décembre de cette année. Ce fut donc une année particulièrement fructueuse pour les sapeurs-pompiers. Avec le décret du 22 avril, vous avez dit qu'il est fini les 12 actes de soins d'urgence et qui étaient légitimes pour les sapeurs-pompiers, qui ne comprenaient pas bien pourquoi on les réglementait un peu trop. Le dispositif des pupilles de la République, je vais avoir un mot bien sûr pour l'œuvre des pupilles et puis l'ensemble des gens qui occupent de ces familles. Je sais que Mme la ministre était auprès d'eux hier, j'étais avec eux l'année dernière. Ses collaborateurs et ses bénévoles mettent le supplément d'âme dont votre fédération est porteuse. Mais aussi, vous l'avez dit, l'importance du palier de 15 ans pour la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Cette année a donc été aussi l'occasion de faire avancer de nombreux sujets dans la continuité de cette loi. Je salue le président Richefou, mais je salue aussi le représentant du président Sauvadet, M. Akari, pour le travail que nous menons de concert avec l'Association des maires de France aussi, pour revaloriser vos indemnités de sapeurs-pompiers, non pas au taux de l'inflation, comme habituellement, mais le travail important que nous faisons avec les associations d'élus et donc les financeurs nous permettent, je crois, d'être au rendez-vous historique de la loi Matras et des revalorisations réglementaires que vous avez vous-même rappelées. Cette loi Matras a permis de clarifier les missions pour carence d'ambulances privées. La réforme ambulancière suit actuellement son cours. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais c'est un premier pas très important de reconnaissance, mais aussi de compensation financière. Vous l'avez dit vous-même, le ministère de l'Intérieur ne peut pas tout, puisque au ministère de la Santé, et je voudrais ici vous apporter le salut fraternel du ministre de la Santé, avec qui j'ai échangé dès jeudi dernier pour parler de ce congrès. Je crois que nous allons vers le bon chemin qui consiste à reconnaître que les sapeurs-pompiers font beaucoup de travail à la place des autres, dans des conditions très difficiles, et que ce travail supplémentaire est à la fois essentiel pour nos concitoyens, mais décourage un peu la vocation des jeunes sapeurs-pompiers ou de ceux qui ont plus d'expérience et qui ne s'étaient pas forcément engagés pour cela. Nous devons donc continuer ce travail autour de la réforme ambulancière avec un discours franc, plein d'amitié et d'affection, mais sans cacher la vérité, avec les élus, bien évidemment, mais avec le ministère de la Santé, avec les professionnels de santé en particulier. Vous pourrez compter sur moi pour porter, évidemment, la voix des sapeurs-pompiers. Vous le voyez, nous avançons, mais il faut évidemment continuer à avancer puisque les risques sont nombreux et la LOPMI a été imaginée avant le constat flagrant cet été du réchauffement climatique. Plus largement, si l'article 54 de la loi Matras prévoit que le gouvernement va remettre au 1er janvier 2023 le rapport sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, et c'est un conseiller départemental qui vous parle, je proposerai de le remettre au Parlement pour le 1er novembre
Et je le partagerai sans doute avec l'ensemble des professionnels avant la réunion autour du président de la République le 14 octobre. Ce rapport est en train d'être absolument à la virgule près terminé d'être rédigé, monsieur le directeur général. Il est intéressant, il va compléter les travaux notamment du Sénat et nous permettra, je crois, d'avoir une discussion honnête, simple et efficace, notamment sur la modernisation que doivent sans doute obtenir les SDIS devant les difficultés du réchauffement climatique, mais aussi la nécessaire solidarité entre départements. Il y a des départements qui connaissent peu de feux de forêt et qui ont beaucoup de recettes. Il y a des départements plus pauvres qui connaissent beaucoup de feux de forêt. Il faut sans doute qu'une solidarité s'exprime également entre départements, mais aussi pour le flux transparent entre les recettes, et je pense notamment à la taxe T2A qui est versée au département et qui n'est pas toujours versée intégralement au service d'incendie et de secours. Sachez que l'État, qui est un financeur moins visible, mais qui abonde déjà de 1 milliard d'euros les SDIS, nous ne l'entendons pas forcément toujours, soit près d'un quart des financements totaux par l'intermédiaire de diverses contributions, est prêt à être au rendez-vous dans le respect absolu de la libre administration des collectivités locales et également, bien sûr, de la décentralisation des services d'incendie et de secours. Le président de la République aura l'occasion de détailler davantage le projet que nous pourrions proposer à la concertation. L'autre projet, l'autre sujet financier, c'est bien sûr le pacte capacitaire dont évoque la LOPMI. Je n'y reviens pas. On aura, avec les parlementaires qui sont ici, j'en suis sûr, à l'heure de ces majorités relatives, un soutien sur le texte du ministère de l'Intérieur qui, j'imagine, ne fera pas grand débat, en tout cas moins que la réforme des retraites, si j'en crois les gazettes et vos propres déclarations, Monsieur le Président. Enfin, Monsieur le Contrôleur général, je vous rejoins particulièrement lorsque vous rappelez que les services d'incendie peuvent être considérés comme une charge financière, mais toujours à un point de vue de leurs bénéfices au regard de ceux qu'ils sauvent, des vies humaines qui n'ont pas de prix, mais aussi du patrimoine qui touche l'ensemble de nos territoires. Les moyens technologiques sont au rendez-vous et là, je veux souligner le travail du ministère de l'Intérieur et donc de l'État qui va débourser 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, 0 point de PIB, pour pouvoir mettre en place ce réseau radio du futur, ce système national de communication mobile prioritaire, sécurisé et haut débit, dont votre parole pour le faire, puisqu'il y a eu des doutes devant 2 milliards d'euros et une vraie technologie nouvelle qui permettra d'avoir non seulement le même niveau de communication pour tout le monde, pompiers, gendarmes, policiers, douaniers, et j'espère d'autres administrations, qui a vu les limites des régimes radio d'aujourd'hui, notamment dans les grandes catastrophes que j'ai eu à connaître, soit en Outre-mer ou sur le territoire national, et qui permettra, à l'heure des Jeux Olympiques, où nous comptons bien sûr pour la sécurité civile, pour son renforcement, d'avoir à la fois du son, mais de l'image. C'est ça, la radio du futur. Je sais que les SDIS seront au rendez-vous de ce travail d'adhésion à ce grand réseau dont je veux ici saluer les partenaires, les concepteurs, et dont l'appel d'offres a été lancé et a été attribué à des entreprises françaises qui, espérons-le, pourront demain exporter ce savoir-faire technologique dont nous serons les premiers à le mettre en place pour les Jeux Olympiques. Je pense aussi à Annexis, vous l'avez dit, et au dispositif FR Alert qui a bien fonctionné pendant les feux, qui a sans doute aussi contribué au fait qu'il n'y ait eu pas de décès pendant ce moment particulier et qui a été la conséquence, vous savez, de ce que nous avons tiré à la suite de Lubrizol. Et bien sûr, j'ai compris qu'il n'y avait que de richesse que d'hommes, et donc nous parlons des moyens humains. D'abord, je veux ici dire qu'il y a 2 ans, lorsque je suis devenu ministre de l'Intérieur, vous m'avez interpellé en congrès, en réunion, sur les violences que subissaient inacceptables les sapeurs-pompiers lorsqu'ils intervenaient, et pas simplement dans les quartiers les plus difficiles de la République. Nous avons fait beaucoup de choses, de soutien des policiers et des gendarmes, en lien directement avec chacune et chacun d'entre vous, mais aussi la possibilité, grâce à la loi sécurité globale, qui elle n'avait pas été adoptée par l'ensemble de la majorité de l'Assemblée nationale, on peut le dire comme ça, qui avait permis des avancées essentielles, notamment la fin des remises de peine pour ceux qui attaquaient les pompiers. C'est désormais chose faite. Quelqu'un qui s'en prend à un pompier qui est condamné n'a aucune remise de peine désormais. Et deuxièmement, la possibilité de porter des caméras individuelles dans certains contextes. Demain viendra les caméras embarquées, que la loi nous a également autorisé à mettre sur l'ensemble des véhicules. La reconnaissance des sapeurs-pompiers comme dépositaires de l'autorité publique est ainsi devenue
vérité dans l'article L. 433-5 du Code pénal. Les sapeurs-pompiers, militaires ou civils, professionnels ou volontaires, sont donc désormais protégés par la même loi, celle qui protège les policiers et les gendarmes et qui permet une meilleure réponse pénale. Ce travail, avec le plan contre les agressions que nous avons mis en place, porte ses fruits. Pour la première fois, Monsieur le Président, au premier semestre de 2022 par rapport à 2021, les agressions de sapeurs-pompiers ont baissé de 11% sur le territoire national, parfois 30% dans les quartiers les plus difficiles, notamment, je pense, en banlieue parisienne, en banlieue lyonnaise ou en banlieue lilloise. Je crois que c'est toujours des agressions de trop, mais que pour une fois que ça baisse, nous pouvons le souligner. Je remercie tous ceux qui concourent à la sécurité de vos interventions. Par-delà, évidemment, les nombres de sapeurs-pompiers, nous faisons tout à fait vôtre l'encouragement d'embauche de sapeurs-pompiers professionnels, mais il faut se retourner vers les employeurs, bien évidemment, et l'encouragement à la création de 10% sans doute supplémentaires de sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire 20 000 peut-être en 5 ans, ça peut être un bon objectif, de plus de sapeurs-pompiers volontaires. Il y a évidemment le fait que les sapeurs-pompiers aujourd'hui mettent moins de jours à disposition de leur caserne parce que leurs employeurs, sans doute, sont moins attentifs qu'avant à ce bel engagement républicain. Après l'appel à la mobilisation générale, qui est une bonne chose mais qui n'est pas très contraignante, je proposerai sans doute au Parlement, à la suite du débat avec le président de la République, que nous puissions davantage contraindre l'employeur privé mais aussi public. Il m'est arrivé de constater que des collectivités locales et parfois des administrations d'État ne libéraient pas les sapeurs-pompiers volontaires en cas de crise, comme on l'a connu dans la Gironde. J'ai moi-même appelé personnellement un certain nombre d'entreprises publiques, mais aussi de collectivités locales ou de ministres pour leur demander de mettre en place ce que nous avons demandé, comme vous l'avez dit, à Orange, à Veolia, à Carrefour et à plein d'autres sociétés qui ont permis cela. Et je pense que les pompiers n'ont pas à quémander ces jours et que nous devons, comme pour les élus municipaux, prévoir un statut qui leur permet d'aller vers leur engagement pour l'intérêt général. Je sais que nous y travaillerons ensemble. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, comme le dit le Président de la République, il en va de notre unité. Il faut maintenant que nous puissions clarifier les missions, le pilotage et donc la responsabilité de chacune et de chacun pour servir la sécurité des Français. Et pour cela, comme le disait le Nancéen célèbre que j'évoquais plus haut, rompre, si besoin, avec des méthodes admises partout. D'abord, je veux rappeler ici une mobilisation solidaire autour des préfets, qui sont les chefs des gestions de crise. Le préfet, dans chacun des départements, connaît intimement le travail des élus, bien évidemment, le travail des pompiers, des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui luttent tous les jours pour l'intérêt général et pour la protection de nos concitoyens. Dans la loi de modernisation du ministère de l'Intérieur, une disposition spécifique prévoit que le préfet, en cas de crise, redevient le patron unique, ou la patronne, de l'ensemble des services de l'État qui sont sous son commandement d'habitude un peu éclaté. Nous avons multiplié les agences, multiplié parfois des sujets de décentralisation. Quand la crise arrive, on se retourne vers l'État, en lien avec les collectivités locales, bien évidemment. Le préfet aura désormais les moyens de répondre aux crises de demain, une fois que la loi de la République sera totalement adoptée. Je veux aussi voir que notre avenir européen, au moment où l'Europe est remise en question par ceux qui considèrent qu'elle n'est là que pour empêcher, prévoit à la fois une meilleure gestion des crises, une meilleure mutualisation des moyens. L'année dernière, nous avons été soutenir nos amis européens. Cette année, c'est eux qui sont venus nous soutenir. Et lors des crises sanitaires et climatiques, je veux redire que les frontières n'existent pas, en tout cas pas au niveau européen, entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne, entre la France et la Belgique ou entre la France et l'Allemagne. La présidence française, vous l'avez dit, à la demande du président de la République, a mis la sécurité civile comme un de ses objectifs et nous y avons réussi. Je rencontrerai de nouveau les commissaires européens en question pour faire de Nîmes notre grande base européenne et, je l'espère, méditerranéenne. Nous avons consolidé le régime du volontariat qui était menacé voilà 1 an et demi. Le président de la République a obtenu la lettre de confort de la Commission qui ne remet pas en cause cet engagement.
Et nous devons désormais faire des achats mutualisés. Et je veux dire ici qu'une grande partie des achats aériens sont payés à 90% par l'Union européenne. Oui, notre avenir est aussi européen. Nous devons exporter notre modèle, qui fait la fierté, je crois, de la France, devenir en Europe le leader de la sécurité civile, réfléchir aux crises et mutualiser nos achats. Il faut aussi, comme vous l'avez dit vous-même, souligner l'importance du travail du secours et des soins d'urgence aux personnes. Les 4 millions d'interventions qui témoignent de l'excellence des SDIS, de la mission d'urgence préhospitalière que vous avez évoquée, la diversification des missions, mais surtout du grand travail qu'ils ont fait, ces médecins, ces infirmiers, auprès de nos concitoyens pendant le Covid-19. Sans les pompiers, il n'y aurait pas eu de victoire contre le Covid-19, je crois que ce n'était pas assez dit. Vous avez évoqué la régulation, et je sais que c'est un sujet qui nous a beaucoup occupés pendant la loi Matras. Maintenant, la loi a été votée. Et je veux ici vous annoncer, Monsieur le Président, puisque vous m'avez demandé à quand, début d'année prochaine, et je l'espère pour le mois de janvier prochain, nous mettrons en place l'expérimentation prévue par la loi dans une région de régulation avec le numéro unique, et nous serons très heureux, si vous le souhaitez, avec nos amis de la santé, de l'inaugurer ensemble. Je suis comme vous persuadé que sur le terrain, les choses se passent bien et que c'est quand l'idéologie ou les gens un peu trop éloignés de la base s'occupent de ces choses-là que les choses se passent difficilement. L'expérimentation de 2 ans prévue par le législateur nous permettra, j'en suis sûr, ensuite de généraliser ce qui paraît de bon sens. La régulation entre les blancs et les rouges et bien évidemment des numéros d'urgence qui vont vers les urgences et des numéros qui sont moins urgents qui vont vers les choses moins urgentes. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui dans ce beau congrès. Je voudrais moi aussi remercier les bénévoles et tous ceux qui, ici, dans ce beau département, ont organisé ce congrès en attendant le prochain dans le sud de la France, si j'ai bien compris le stand de tout à l'heure. Autour du président de la République le 14 octobre, autour du Parlement dès la fin octobre, nous allons pouvoir, avec les départements de France, avec les SDIS, avec leurs élus, travailler au nouveau modèle de sécurité civile. Ce modèle peut s'écrire pour les 50 prochaines années, pour 2 générations de pompiers, pour 2 générations de Français. Je sais que l'appel au travail collectif est attendu et au-delà des modernisations que j'ai évoquées, le sens du métier de sapeur-pompier mérite d'être redéfini et encouragé. Le privé doit prendre toute sa part également. Et je pense, comme vous l'avez dit, que des choses qui relèvent du service public doivent rester au service public. Vous pouvez compter sur l'engagement du président de la République, du gouvernement, pour prendre très au sérieux tout ce qui peut garantir la sécurité des Français. Les moyens de prévenir, d'anticiper, de contenir les événements climatiques, sanitaires, sécuritaires nous attendent. Les crises arrivent, elles sont déjà là. Quand il est urgent, c'est déjà trop tard, disait Talleyrand. Alors, faisons en sorte que ce ne soit pas urgent. Organisons les choses pour nous prévenir, parce que nous savons que les soldats du feu sont les premiers à être en direct, ceux qui subissent les conséquences des décisions politiques. Le ministère de l'Intérieur n'est pas que le ministère des policiers et des gendarmes. J'ai eu l'occasion de vous dire que je me sentais autant le premier pompier de France que le premier policier ou que le premier gendarme. Je n'ose pas dire le premier préfet. C'est celui de la gestion des crises. Et à ce titre, c'est celui des sapeurs-pompiers et de toute la sécurité civile. Je ne l'oublie pas lorsque le matin j'arrive à mon bureau, lorsque le soir je le quitte, lorsque je me déplace sur le terrain ou lorsque la nuit on me réveille. Je veux dire aujourd'hui que je prends le même soin des sapeurs-pompiers que je peux en prendre, je l'espère, pour les policiers et les gendarmes. Et je crois qu'à chaque fois que la famille de la sécurité civile a eu besoin de moi dans ces moments joyeux, comme aujourd'hui, ou plus difficiles, auprès des veufs, des veuves, des orphelins, des familles, vous pourrez toujours compter sur votre ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui est entièrement le ministre des sapeurs-pompiers. Je vous remercie.